Cette vidéo a pour but d'expliquer les différentes activités que vous avez faites sur les ressources en eau, donc toutes les activités qui figuraient dans le Padlet. La première activité concernait la gestion de l'eau à la maison et au jardin. Donc vous avez pu découvrir au travers des documents comment économiser l'eau, par exemple en prenant une douche au lieu d'un bain, en réparant les robinets qui goûtent, en arrêtant l'eau quand vous vous lavez les mains, quand vous vous lavez les dents. Simplement aussi mettre un mousseur, bien remplir la machine à laver, bien remplir le lave-vaisselle avant de le mettre en route. Au jardin, arroser le soir ou le matin, plutôt avec de l'eau de pluie, on peut la récupérer sous la gouttière, dans un gros réservoir. On peut aussi garder l'eau du lavage des légumes pour mettre dans son arrosoir. En agriculture, on va avoir des techniques d'arrosage qui vont être plus économes que d'autres. En France, on a tendance à utiliser le système par aspersion, que vous avez sur la photographie. Il faudrait envisager pour certaines cultures un arrosage plus économe avec le goutte à goutte. Il faut aussi faire attention aux plantes que l'on sème, puisque certaines plantes, on l'a vu, vont demander beaucoup plus d'eau. Il va d'ailleurs falloir réfléchir à la culture du maïs dans nos pays. La gestion de l'eau au niveau régional se fait par un organisme qu'on appelle l'agence de l'eau. Cette agence de l'eau, elle doit gérer l'approvisionnement en eau de vos maisons. Donc cette eau qui arrive des nappes phréatiques en passant par une station de traitement et le château d'eau. Et puis ensuite, cette eau, vous l'utilisez, donc elle est salie et elle repart dans les égouts. On a vu que ces égouts arrivaient à la station d'épuration où l'eau est retraitée grâce à de nombreuses étapes qui varient selon la taille de la station d'épuration. Ces étapes permettent de rejeter dans le milieu naturel, en général une rivière ou un fleuve, de l'eau qui est claire, mais qui n'est pas potable. La deuxième chose qui sort de ces stations d'épuration, ce sont des boues qui ont décanté au fond de certains bassins. Ces boues vont pouvoir être utilisées en agriculture comme engrais. Au niveau régional, l'agence de l'eau vérifie aussi l'état des nappes phréatiques en fonction de la quantité de pluie, donc de la pluviométrie de l'année. Les nappes phréatiques vont être bien remplies, modérément remplies ou très peu remplies. En fonction du niveau de remplissage des nappes, le préfet peut décider de mettre en place des restrictions d'eau pour économiser l'eau potable. C'est ce qui nous est arrivé nous ces derniers étés. On avait des mesures de restriction, interdiction de laver les véhicules, interdiction d'arroser les pelouses et les jardins dans la journée, donc arrosage le soir ou le matin comme on a vu précédemment, interdiction de remplir des piscines, interdiction d'arroser les stades, interdiction d'irriguer les champs et puis fermeture des fontaines publiques. Ces mesures sont bien sûr à respecter puisqu'elles permettent de conserver suffisamment d'eau pour les usages du quotidien, se laver, laver sa nourriture, etc. Au niveau mondial, on a vu l'exemple de la mer d'Aral, donc qui est une mer intérieure. En fait, c'était un grand lac d'eau salée. Au niveau de cette mer d'Aral, il a été décidé à un moment donné de faire des grands champs de coton. On a vu que le coton, c'est une culture qui utilise énormément d'eau. 5263 litres d'eau pour obtenir 1 kg de coton. Du fait, cette mer d'Aral s'est trouvée petit à petit asséchée et est maintenant quasiment inexistante. On pouvait faire le lien avec l'industrie du jean, puisqu'on sait que les jeans sont fabriqués en très grande quantité chaque année, 2,3 milliards de jeans fabriqués chaque année, chaque jean demandant 11 000 litres d'eau, puisqu'il y a l'eau qui correspond à la culture du coton, ensuite l'eau pour la teinture, l'eau pour les différents traitements, etc. Je vous présente ici un deuxième exemple, qui est un exemple en Afrique, le lac Tchad. Donc c'est un très très grand lac en Afrique, mais il est peu profond. Son rôle économique est important puisqu'il fournit de l'eau à plus de 40 millions de personnes. La population a augmenté, les cultures et donc l'irrigation ont augmenté, et comme il pleut aussi de moins en moins, le lac Tchad est lui aussi en déficit, c'est-à-dire en manque d'eau, et on peut voir donc sur les cartes en haut à gauche que comme la mer d'Aral, il a diminué de taille.
Cette eau, elle est donc quelquefois rare, tout le monde n'a pas accès à l'eau potable, et elle est aussi très fragile, c'est-à-dire qu'il est très facile, par nos modes de vie, de la polluer. L'homme est responsable par le rejet de matières organiques, aussi par le rejet de sels minéraux, d'une pollution de l'eau qui est importante et qui peut arriver à l'asphyxie des milieux. Quand le milieu est asphyxié, les animaux meurent. Ce milieu aquatique, il est aussi très facilement colonisé par les espèces invasives. Les espèces invasives, on en a déjà parlé en 6e avec la berce du Caucase, cette grande plante qui envahit les friches, qui envahit aussi les prés, et qui peut avoir une sève qui va faire des brûlures. En milieu aquatique, vous avez donc travaillé sur la jussie, donc c'est la plante qui est sur la photo de droite, c'est une jolie plante jaune. Cette jussie, elle a tendance à envahir le milieu parce qu'elle se reproduit par reproduction asexuée très rapidement. C'est un mode de reproduction que l'on va étudier dans le prochain chapitre. Elle envahit le milieu, elle empêche les autres plantes de s'installer, elle va aussi donc empêcher les poissons de vivre normalement en les piégeant et en les tuant. Ces espèces envahissantes, donc invasives, elles sont nombreuses, plus ou moins dangereuses. Je vous en présente deux autres. À gauche, la lentille d'eau, qu'on va trouver très facilement sur les plans d'eau dans la région. Et puis, au milieu, une plante qui est présente en Méditerranée, donc dans le milieu marin, et qui s'appelle la colerte. Ces plantes invasives, elles sont la plupart du temps introduites par l'homme pour des raisons de décoration, quelquefois simplement parce qu'elle est mise dans les aquariums. À un moment donné, elle se trouve dans le milieu naturel et comme elle s'y plaît bien, elle va l'envahir. Ces plantes invasives sont responsables d'un appauvrissement de la biodiversité. Dans cette partie, on a fait le lien entre l'eau et le climat. Alors, je vous présente deux cartes. La carte de gauche, c'est les précipitations moyennes annuelles en millimètres d'eau, donc la quantité de pluie qu'il pleut à un endroit sur un an. Vous voyez des zones qui sont avec très peu de pluie, ce sont les zones en jaune, et puis des zones qui ont suffisamment de pluie, qui sont les zones en bleu. On peut faire le lien entre la quantité de pluie qu'il tombe dans une région et la disponibilité en eau douce de la région. Souvent, vous avez une corrélation, c'est-à-dire que les endroits en bleu sur la carte de gauche vont être aussi en bleu sur la carte de droite, puisque ce sont des régions où l'eau potable est possible pour tout le monde. Et puis les régions en jaune, où souvent il y a un manque d'eau et du fait une alimentation très difficile pour les habitants. Alors on remarque quand même des différences, puisque dans certains pays où actuellement il pleut peu, on a malgré tout des nappes phréatiques qui sont bien remplies et qui permettent un accès à l'eau. On a des zones où il pleut peu, mais qui ne sont pas forcément habitées, donc le problème de l'eau potable ne se pose pas. Et on a des zones où il pleut beaucoup et où malgré tout l'accès n'est pas si facile pour des raisons économiques. L'accès à l'eau est un enjeu du XXIe siècle, donc l'accès à l'eau pour tout le monde, l'accès à l'eau potable, c'est quelque chose qu'on avait déjà envisagé quand on était allé au PASS en 6e. Cette ressource en eau, elle est liée, on l'a vu, au climat. Et on a vu dans la partie météo et climat qu'actuellement le climat est en train de changer. On parle de modification, voire même plutôt de réchauffement climatique. Je vous ai mis ici des cartes. Donc sur ces cartes, on ne voit pas les réserves en eau, mais l'état des sols. Donc vous avez l'année de référence tout à gauche qui est l'année 1970. Et puis vous avez des cartes à différents horizons, 2035, donc ça pour nous c'est après-demain, 2055 et 2085. On remarque qu'à cause du réchauffement climatique, déjà avec la température qui augmente, on aura une évaporation de l'eau plus importante, les plantes vont aussi utiliser beaucoup plus d'eau, et puis on aura des pluies de plus en plus rares. Et on va avoir des sols de plus en plus secs. On s'aperçoit qu'en 2085, la projection, qui est une projection moyenne, qui n'est pas du tout une projection alarmiste, nous montre donc un déficit en eau et des sols très secs quasiment sur toute la France. Ce qui va nous poser un problème pour l'agriculture étant notre principale source d'alimentation.
Cette eau, on a vu aussi qu'elle avait donc un effet sur les paysages, puisqu'en usant les roches, elle va créer des paysages très différents. À gauche, vous retrouvez le paysage calcaire, ce qu'on a appelé le lapier. À droite, vous retrouvez le paysage granitique, avec ce bloc granitique assez sympathique, qui ressemble à un éléphant. Et puis, au milieu, ce qu'on appelle des cheminées de fées. Tous ces paysages sont obtenus parce que l'eau ne va pas user les roches de la même façon en fonction de leur dureté et de leur composition chimique. L'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de ces cheminées. En haut des cheminées, vous avez un petit morceau de roche très dur qui protège donc toute une colonne qui est en dessous, alors qu'autour, les roches sont usées. Et du fait, ça crée ces grandes cheminées très élégantes, d'où le nom de cheminée de fées. Alors on a vu qu'en paysage calcaire, l'eau allait dissoudre les roches, dissoudre le calcaire, enrichir l'eau en sels minéraux et créer des gouffres, des grottes et puis ce joli paysage. Le granit, lui, il va être détruit différemment, il va être désagrégé, c'est-à-dire mis en morceaux. On va obtenir des blocs, mais aussi du sable. On retrouve tout ça donc sur le schéma que vous avez eu à compléter. Donc le paysage granitique à gauche avec des fissures. L'eau s'engouffre quand il pleut dans ces fissures. Elle va les agrandir, elle va séparer différents blocs qui vont s'accumuler dans certains paysages pour former ce qu'on appelle des chaos granitiques. Et puis à droite, vous avez l'exemple en pays calcaire, toujours une roche qui est fissurée, on va parler de diaclase. Les eaux de pluie s'infiltrent et là, elles vont simplement dissoudre le calcaire et créer des paysages tout à fait différents avec les lapiers, mais aussi avec des grottes. Dans beaucoup de régions calcaires, vous avez des très jolies grottes avec formation de stalactites et de stalagmites. Dans la dernière partie, on est revenu donc sur la notion de risque. La notion de risque, on l'avait vu précédemment avec les ouragans. Alors il peut, à certains moments, tomber beaucoup plus de pluie qu'en temps normal. Dans ce cas-là, les rivières et les fleuves ont tendance à déborder, c'est ce qu'on appelle une crue. C'est l'aléa. Quand dans la zone où la rivière entre en crue, c'est-à-dire déborde, il y a des habitations, il y a un enjeu. Et on a vu que quand on avait à la fois un aléa et un enjeu, alors il y avait risque pour l'homme. Ça veut dire que dans ces régions où on a un risque d'inondation, il va falloir envisager des moyens pour se protéger. Sur cette carte de France, on s'aperçoit que le risque d'inondation est lié aux fleuves, donc certains fleuves qui sont ici représentés en bleu vont être des fleuves qui ont tendance à déborder ou des rivières qui ont tendance à déborder de leur lit au moment de crue et qui créent donc des inondations. Et puis des inondations qui sont des inondations côtières en bord de mer, souvent une association entre des grandes marées, des marées très hautes et puis une tempête. À chaque fois que vous avez donc un aléa, une rivière qui peut déborder, une zone où les marées et les tempêtes ont tendance à être importantes, et où vous avez donc des habitants, des infrastructures, de l'industrie, alors on va décider de dire que c'est une région à risque. Dans ces régions à risque, on va essayer de mettre en place des mesures de prévention. En conclusion, on a vu que l'eau était une ressource à protéger, c'est-à-dire à préserver, en l'économisant à la maison ou au jardin, mais aussi en agriculture, en changeant les systèmes d'irrigation, les pratiques agricoles, ou encore dans l'industrie. Pour limiter l'impact de l'homme, nos eaux usées sont retraitées par des stations d'épuration ou, pour les petits villages ou les maisons isolées, par lagunage, c'est-à-dire par filtration par des végétaux. Cela n'évite malheureusement pas toute la pollution et la destruction de certains milieux aquatiques. Au niveau local, des espèces invasives peuvent aussi perturber ces écosystèmes aquatiques et diminuer la biodiversité. Au niveau mondial, les activités humaines entraînent des modifications au niveau de certains réservoirs d'eau. Souvent, ces modifications sont liées à l'agriculture, c'est l'exemple de la mer d'Aral ou encore du lac Tchad.
Actuellement, le réchauffement climatique ajoute un enjeu supplémentaire dans la préservation de cette ressource, puisque ce réchauffement climatique augmente la diminution de la quantité d'eau disponible. Dans certaines régions, il pleut beaucoup moins, les populations manquent déjà d'eau et cela va s'accentuer. Ce réchauffement climatique, il entraîne aussi des épisodes météorologiques très violents, beaucoup plus fréquents, comme les fortes pluies d'orage ou encore les tempêtes qui sont responsables d'inondations. L'eau a aussi un impact sur nos paysages, qu'elle dessine différemment en fonction des roches.